Commençons par le dossier 1 qui s'intitule « Une jeune femme de 23 ans change de comportement après une IVG ». Je vous lis l'énoncé. De garde aux urgences, vous recevez Mademoiselle T, 23 ans, amenée par les pompiers à la demande de ses parents pour des troubles du comportement évoluant depuis une semaine. À l'entretien, la patiente ne dit presque rien, fuit votre regard et refuse tout contact physique, y compris de vous serrer la main. Elle tient dans sa main un crucifix. Ses parents, qui l'ont accompagnée, vous apprennent que les troubles sont apparus 2 jours après que leur fille ait subi une IVG qui s'est par ailleurs très bien déroulée. Du jour au lendemain, la patiente se serait barricadée dans sa chambre, refusant de laisser rentrer quiconque, disant qu'elle n'était plus en sécurité nulle part et qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. Elle aurait même cessé de s'alimenter, accusant sa mère d'avoir caché de la mort au rat dans la nourriture. Ses parents l'auraient entendue à plusieurs reprises parler toute seule à voix basse. Ils ne vous rapportent aucun antécédent particulier. Première question, faites une première analyse sémiologique. Ça, c'est la question bateau typique de tout dossier de psy, pour laquelle la seule technique qui va marcher à tous les coups, c'est de reprendre l'énoncé, phrase par phrase, même mot par mot parfois, et à chaque mot ou à chaque partie de phrase de votre dossier, forcément va correspondre un, et le plus souvent même plusieurs mots-clés. Et ne pas hésiter pour un mot du texte à donner 3, 4 mots-clés. Alors, on va tester ça avec vous tout de suite, avec la réponse 1. Donc l'analyse sémiologique, ça commence toujours par le terrain. Là, on est en face d'une patiente de 23 ans, ça ne vous rapportera pas de points, mais on le dit quand même. Donc patiente de 23 ans, puis le motif de consultation. Là, elle se présente pour des troubles du comportement. Troisième élément qu'on doit toujours citer dans l'analyse sémiologique, c'est la temporalité, extrêmement important en médecine, mais aussi beaucoup en psychiatrie. Là, la temporalité, on vous le dit, c'est depuis une semaine. Qu'est-ce que ça vous dit? Que c'est une évolution aiguë. Et on vous dit aussi un peu plus tard que le début était brutal. Vous avez votre temporalité. Après, il y a souvent un contexte dans les troubles psychiatriques. Là, le contexte, c'est le fait que la patiente vienne de faire une IVG. Alors voilà, vous avez une patiente de 23 ans qui se présente pour des troubles du comportement, de début brutal, d'évolution aiguë, dans un contexte de suite d'IVG. Après, pour l'analyse clinique fine, c'est ce que je vous disais, vous reprenez mot à mot. Alors, première phrase, rien de particulier. Après, la patiente ne dit presque rien. On est en face d'un quasi-mutisme. Mutisme, ce serait qu'elle ne dit rien du tout. Presque rien, quasi-mutisme. Elle fuit votre regard et refuse tout contact physique. Ça, c'est ce qu'on appelle le négativisme, le refus de tout contact, en particulier le contact physique, avec notamment le fait de ne pas vouloir serrer la main, mais aussi l'absence de contact oculaire. Donc le négativisme. Du jour au lendemain, donc on a le début brutal, elle s'est barricadée dans sa chambre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un trouble du comportement. Vous pouvez aussi dire qu'elle a un comportement bizarre. A priori, on peut déjà imaginer que c'est sous-tendu par des idées de persécution. Quand on se barricade dans sa chambre, c'est qu'on se sent en danger. Le reste de la phrase confirme ça, refuse de laisser quiconque, elle ne fait plus confiance à personne, donc il y a des idées de persécution. Dès lors, vous pouvez dire que cette patiente présente un syndrome délirant. Elle aurait cessé de s'alimenter, accusant sa mère, même chose, la persécution avec une thématique d'empoisonnement. Elle parle toute seule à voix basse. Parler toute seule à voix basse, en psychiatrie, on appelle ça la soliloquie. Et en général, un patient qui soliloque, c'est un patient qui répond à des voix qui lui parlent. On en déduit donc que dans les mécanismes de son délire, il y a des hallucinations acoustico-verbales. Dans les hallucinations auditives, on peut entendre des bruits, à ce moment-là on reste sur auditif, ou on peut entendre des voix. À ce moment-là, c'est quand même mieux de parler d'hallucinations acoustico-verbales, c'est beaucoup plus chic que juste hallucinations auditives. Bon, on peut finir en disant, comme pour tout délire, qu'il faut préciser l'adhésion. A priori, vu l'intensité des troubles du comportement, ici, l'adhésion de la patiente au délire est totale. Pour l'instant, on ne peut pas tellement en dire plus. Voilà pour l'analyse sémiologique. C'est la question la plus rigoureuse de votre dossier. Et vraiment, il faut bien la soigner parce que de cette question-là va découler tout le reste de vos réponses.
Alors, on se fait la question 2, qui est le prolongement en fait de cette première analyse sémiologique. Vous décidez d'hospitaliser la patiente. À mon avis, vous avez bien fait, entre parenthèses. Les premiers jours sont mouvementés. Tantôt elle hurle et pleure dans sa chambre. Alors, là, ça vous dit simplement qu'il y a une participation affective importante. Elle vous dit être victime d'un complot orchestré par son chirurgien qui aurait installé une puce dans son vagin, ce qui expliquerait selon elle que depuis l'opération, elle sente des ondes dans son corps. Alors, qu'est-ce que ça vous dit là? Le complot, les idées de persécution, une fois de plus, une puce dans son vagin qui expliquerait des ondes. Les ondes, vous avez reconnu les hallucinations synesthésiques, qui rentrent donc dans les mécanismes de son délire. On poursuit. Elle vous assure que tout le monde est au courant et ne parle que de ça. Pas seulement dans le service, mais aussi à la télé et dans les journaux. Le fait d'avoir l'impression que tout le monde parle de soi, c'est ce qu'on appelle des idées de référence, et ça rentre dans les thématiques de votre délire. À d'autres moments, vous la trouvez agenouillée au milieu du couloir en train de prier. Donc on peut penser qu'il y a une thématique mystique ou religieuse à son délire. Une fois de plus, c'est un trouble du comportement. Elle a l'air béat, ce qui contraste très nettement avec le fait de pleurer 5 minutes avant. Alors elle vous dit « Je suis une créature céleste », ce qui est relativement mégalo sur les bords. Donc dans les thématiques du délire, vous allez avoir des idées de mégalomanie. Dieu me l'a dit, donc là on retrouve la thématique religieuse. Il me dit ce que je dois faire, il lit dans mes pensées. Je sais que vous dites du mal de moi, je vous entends car les cloisons sont fines. Alors, il lit dans mes pensées. Là, on a des idées de devinement de la pensée. Il me dit ce que je dois faire, c'est ce qu'on appelle des actes imposés. Alors, les actes imposés, le devinement de la pensée, ça rentre dans ce qu'on appelle l'automatisme mental, le fameux automatisme mental. Alors, petit point théorique, un rappel sur l'automatisme mental, parce que parfois ça vous pose difficulté. L'automatisme mental, il y a 4 éléments principaux. Il y a le devinement de la pensée, comme on vient de le voir, qui peut aller dans les deux sens. Selon certains, ça peut comprendre le fait que le sujet ait l'impression de pouvoir deviner les pensées des autres. Mais la plupart du temps, c'est l'impression que les autres peuvent deviner ses pensées. Il y a aussi les actes imposés. On entend des voix, par exemple, qui me disent quoi faire, qui dictent mes actes, qui dictent mes gestes. Mais il y a aussi l'écho de la pensée, qu'on retrouve très très bien quand on le recherche. Et il s'agit d'entendre sa pensée qui résonne dans sa tête comme un écho. Vous demandez au patient, est-ce qu'il vous arrive d'entendre votre propre voix qui résonne comme à la montagne? En général, s'ils l'ont, ils répondent oui, très clairement, ça leur parle. C'est ce qu'on appelle l'écho de la pensée. Donc, le devinement de la pensée, l'écho de la pensée, les actes imposés. Le 4e élément, c'est le commentaire des actes, qui en général prend plutôt une tournure de critique quand le sujet a des idées de persécution. Donc il entend des voix qui vont lui dire « ce que tu fais c'est mal, tu es nul, tu es moche », etc., etc. Dernier petit rappel sur l'automatisme mental, c'est quasiment pathognomonique de la schizophrénie, on est bien d'accord. Seulement n'oubliez pas qu'il y a 2 autres cas dans lesquels vous pouvez le rencontrer, c'est la bouffée délirante aiguë et la psychose hallucinatoire chronique, la PHC. Bon. Je vous laisse avec mon petit point sur l'automatisme mental et puis on va reprendre notre analyse sémiologique. On en était là. Je vous entends car les cloisons sont fines. Bon, on a là la confirmation que le sujet entend des voix, donc des hallucinations acoustico-verbales. Vous m'enviez, thématique de jalousie. Vous voulez ma mort, persécution. Mais vous ne pouvez rien contre moi, il me protège. Bon, alors... Ce qui vous frappe, là, c'est surtout le caractère très fluctuant des troubles. Alors, le caractère fluctuant, on va y venir, mais c'est typique du diagnostic que vous allez évoquer et ça vous aide beaucoup pour le différencier des autres hypothèses diagnostiques que vous auriez pu évoquer. Enfin, pour parler d'un délire, je vous rappelle qu'il y a plusieurs choses. Les mécanismes, là, je pense qu'on les a bien tous évoqués. Les thèmes, là aussi, on en a dit pas mal. Alors justement, quand il y en a pas mal, des thèmes et des mécanismes, on parle d'un délire polymorphe.
terme important aussi pour votre diagnostic, vous allez voir. Le troisième élément, c'est la systématisation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la systématisation? C'est l'organisation générale du délire. Quand un délire est systématisé, en général, ça veut dire qu'il peut emporter la conviction d'autrui, comme par exemple dans les délires paranoïaques. Là, son raisonnement, si on peut parler de raisonnement, ou en tout cas son délire, il n'a ni queue ni tête. Il n'emportera jamais la conviction d'autrui, il s'agit d'un délire non systématisé. La quatrième chose, c'est l'adhésion. Là, clairement, l'adhésion du sujet, c'est-à-dire sa croyance dans son délire, elle est totale, d'où les troubles du comportement manifestes. Enfin, dernière chose, la participation affective, très importante à préciser. Là, elle est bien sûr forte puisqu'il y a des pleurs, l'RBA. Voilà. Tout ce qu'on peut préciser, c'est quand même qu'on a l'impression que l'humeur, elle varie plutôt en fonction de la tournure du délire, plutôt que le contraire. J'y reviendrai pour préciser le diagnostic. Les derniers éléments, on vous dit que Mademoiselle T ne dort pas la nuit, mais elle dort peu le jour, et elle se trompe parfois de chambre. Là, tout ce que vous pouvez dire à ce stade-là, c'est qu'il y a des éléments pseudo-confusionnels, qui finalement ne sont pas tellement spécifiques de tel ou tel trouble. On passe à la question 3 maintenant. Alors, quelle est votre première hypothèse diagnostique? Bon, là, je compte sur vous vraiment pour avoir tous trouvé la bouffée délirante aiguë, qu'on préfère appeler maintenant, c'est le terme plus à la mode, premier épisode psychotique aigu. Alors, les arguments, je ne vous les demandais pas, donc il n'y avait pas besoin de les mettre. Je les reprends rapidement pour vous. C'est le terrain. C'est un adulte jeune. Il y a un facteur déclenchant a priori qui serait l'IVG. Ce n'est pas systématique, mais on en retrouve souvent un. Les troubles sont fluctuants. C'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Dans la bouffée délirante aiguë, les troubles, le délire, la participation affective, tout est assez fluctuant. On l'a dit, il y a un syndrome délirant avec des mécanismes et des termes polymorphes, une participation affective qui est souvent très très forte et qui fait que le sujet est à risque de passage à l'acte suicidaire. Il faut toujours veiller à ça, surtout dans les questions traitement. Après, le fait qu'il n'y ait pas d'antécédent quand même, le fait qu'il n'y ait pas d'antécédent, ça va nous en orienter clairement vers un premier épisode psychotique aigu. Et l'automatisme mental, je vous le disais aussi tout à l'heure. On va passer à la question suivante, qui est la question 4. Là aussi, question absolument nécessaire, quelles sont vos hypothèses diagnostiques, les autres, à part la bouffée délirante aiguë? Parce qu'en réalité, en psychiatrie, c'est bien rare qu'on ait tout de suite une seule hypothèse diagnostique et une certitude diagnostique avant de voir l'évolution. Donc là, ici, ces hypothèses, quelles sont-elles? D'abord, réflexe, méthodo, toujours en psychiatrie, dans la question hypothèse diagnostique, 3 catégories. Les hypothèses psychiatriques, en numéro 1, on est en psychiatrie. Les hypothèses addictologiques, les toxiques. Troisièmement, et ça c'est le PAMI 0, c'est les hypothèses organiques. Donc, ce qui nécessite toujours de faire un examen clinique, un bilan bio avec au moins une TSH et une imagerie cérébrale. Passé ces petits détails, on peut détailler dans les sous-catégories. Mais le plus important, c'est vraiment les grosses catégories. Donc, pour les hypothèses psychiatriques, et là c'est valable aussi à peu près pour n'importe quel dossier, il faut toujours penser aux hypothèses psychose, aux hypothèses troubles de l'humeur. Là, c'est ce que je vous ai dit, on a clairement l'impression que le délire prédomine et que l'humeur est plutôt en rapport avec le délire. Donc, voilà, on peut penser d'emblée qu'on n'est pas dans un trouble de l'humeur. Mais ça n'empêche que c'est une hypothèse qui doit être évoquée et vous devez dire trouble de l'humeur avec symptômes psychotiques. Évidemment, si on oublie la partie psychotique, c'est qu'on a complètement loupé le dossier. Alors si on devait vraiment préciser, en termes d'épisode thymique, on serait plutôt dans un épisode mixte à mon avis, parce qu'il y a des éléments à la fois un peu mégalos qui peuvent tirer vers le maniaque et à la fois des pleurs, une tristesse, des idées de persécution qui sont plutôt du registre dépressif. Voilà. Pour ce qui est de la psychose, évidemment, à son âge, à quoi on pense? À la schizophrénie. Simplement, là, le fait qu'il n'y ait pas d'antécédent, a priori, ça nous dit qu'il n'y en a pas. Si c'en était une, on parlerait de poussée processuelle, c'est comme ça qu'on appelle une décompensation, en gros, d'une schizophrénie, et même si vous voulez être chic et préciser,
On peut parler de schizophrénie paranoïde. Je vous rappelle que c'est la forme de schizophrénie où le délire prédomine. Bon, ça c'est les hypothèses psychiatriques. Après, hypothèse addictologique, pharmacopsychose. Une bouffée délirante aiguë secondaire à un toxique, ça s'appelle une pharmacopsychose. Et là, ça peut être à peu près n'importe quel toxique qui est incriminé. Les hypothèses organiques, à mon avis, pas besoin de les détailler. Globalement, il y a tout ce qui est neuro, tumeur cérébrale, il y a aussi des causes endocriniennes, d'où la TSH. Pas besoin de détailler plus que ça. Organique, vous avez sauvé votre dossier. Passons à la question 5. Alors, pour ça, il faut que je vous lise la suite de l'énoncé. L'hospitalisation se poursuit. Au cours des entretiens familiaux, vous apprenez par ses parents que Mademoiselle T a toujours été considérée comme l'originale de la famille. Déjà enfant, elle s'intéressait à la magie, aux extraterrestres, à la télépathie, intérêts qui ont persisté en grandissant. Elle n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais suffisamment pour que ça n'inquiète pas ses parents. Ses parents ont toujours été ses principaux confidents. Ils décrivent leur fille comme secrète, réservée, pudique, surtout lorsqu'il s'agit d'exprimer ses sentiments. Du reste, ils ne se souviennent pas l'avoir jamais vue pleurer ou éclater de rire. Son principal défaut, selon eux, c'est sa susceptibilité. En effet, elle aurait souvent l'impression d'être moquée ou critiquée, ce qui pourrait expliquer, d'après eux, sa difficulté à faire confiance à autrui. À l'école, c'était une élève moyenne, mais elle a toujours travaillé assez pour avoir ses examens, et après avoir obtenu son BTS du premier coup, elle a été embauchée comme bibliothécaire il y a 3 ans, travail qu'elle semble apprécier et où elle semble être appréciée aussi. Au final, conclut-il, elle mène une vie tout à fait normale, elle est juste un peu dans son monde. Voilà, ma question est, qu'est-ce que vous pensez de ces informations ? Alors la réponse, on peut distinguer dans le récit des parents des traits de personnalité qui évoqueraient une personnalité pathologique, c'est pareil que trouble de la personnalité, de type schizotypique. Toujours être prudent sur les troubles de la personnalité, n'hésitez pas à parler de traits plutôt que directement de troubles de la personnalité. Parce qu'en réalité, évaluer une personnalité, ça prend évidemment plus qu'un entretien, plus qu'un interrogatoire des parents. Mais là quand même, il y a des choses qui retiennent votre attention. D'abord, les idées méfiantes et persécutoires. C'est ce qu'ils appellent sa susceptibilité. Mais en fait, de susceptibilité, ça a l'air d'être un petit peu plus que ça. Le fait qu'elle ait peu de relations amicales, que ses parents soient ses principaux confidents. La pauvreté des affects, quand même, à 23 ans, n'avoir jamais éclaté de rire ou pleuré, il y a quelque chose de pathologique. Le fait qu'elle soit plutôt excentrique, voire même bizarre, avec tous ses intérêts. Tout ça, ça vous fait pencher vers la schizotypie. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler de schizophrénie ? Pourquoi est-ce qu'on parle de troubles de la personnalité ? Alors, pour parler de troubles de la personnalité, le truc vraiment à retenir, c'est la stabilité dans le temps. Une personnalité, ça se forge petit à petit. On dit en général qu'il faut attendre la majorité pour parler de troubles de la personnalité, mais en réalité, elle se constitue vraiment tôt, la personnalité. Et en général, elle évolue peu au cours du temps. Quelqu'un qui est schizotypique à 18 ans, il le sera aussi à 60 ans. D'autre part, vous remarquez qu'on n'a pas les critères de schizophrénie. Il ne suffit pas d'être un peu excentrique pour être schizophrène. Avant, elle n'avait pas de syndrome délirant, rien que ça, ça vous élimine le diagnostic. Et elle a l'air d'être plutôt fonctionnelle. C'est ça aussi qui fait la différence. Elle a un travail, elle a réussi ses études, elle n'a pas beaucoup d'amis, mais elle en a quand même quelques-uns. Donc, on n'a pas de quoi parler de schizophrénie. Bon, ça c'est la question trouble de la personnalité. C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais pour chaque trouble de la personnalité, il y a 5 ou 6 critères à retenir et ça peut vous faire gagner vraiment des points si jamais un jour ça venait à tomber. Dernière question et fin de l'évolution de ce dossier. L'épisode se résout progressivement grâce à votre prise en charge et la patiente rentre chez elle. Après 2 consultations post-hospitalisation, vous la perdez de vue, ce qui arrive souvent entre parenthèses. Vous la revoyez 5 ans après pour un épisode similaire. Là déjà, vous vous dites « ça sent moins bon ». Depuis la première hospitalisation, sa vie a bien changé. C'est ce que sa mère vous raconte. Elle s'est faite licencier il y a 2 ans après avoir porté plainte contre son patron qu'elle accusait de lui avoir volé son vélo. Vélo qui,
a été retrouvé un peu plus tard dans l'appartement de la patiente. Cela n'a pas semblé l'affecter plus que ça et depuis elle n'a pas recherché de travail. Elle fait quelques babysitting à droite à gauche mais rien de sérieux. Elle a coupé les ponts avec les quelques amis qu'elle avait. N'ayant plus de revenus, elle a dû quitter son appartement et elle vit maintenant dans une chambre de bonne aux frais de ses parents. Nous sommes très inquiets, dit la mère. Elle passe ses journées à écrire des poèmes que personne ne comprend. Elle parle bizarrement, s'habille n'importe comment. Et le pire, docteur, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. Selon elle, tout va bien. On ne sait vraiment plus quoi faire avec elle. Bon, là, inutile de vous dire qu'il s'agit d'une évolution vers une pathologie psychotique chronique, la schizophrénie, vu l'âge de la patiente. Pourquoi ? Vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même cas de figure que tout à l'heure avec la personnalité schizotypique. La patiente n'est plus du tout fonctionnelle, elle est en rupture complète avec le monde extérieur. Mais si on veut faire les choses bien comme il faut pour une question d'internat avec la schizophrénie, reprenons les critères. D'abord, la temporalité. Je vais réinsister là-dessus assez lourdement, mais pour le diagnostic de schizophrénie, si vous oubliez la temporalité, c'est 0. Parce qu'on ne parle pas de schizophrénie avant 6 mois d'évolution. Donc si cet épisode similaire arrivait 3 mois après le premier, même si vous le suspectiez, vous ne pourriez pas parler de schizophrénie. Donc mettez-le tout de suite, sinon vous risquez de l'oublier après en vous noyant dans le délire, etc. 6 mois d'évolution. Deuxièmement, on a le syndrome délirant paranoïde. On vous dit c'est un épisode similaire, donc je ne vais pas vous refaire une observation de délire paranoïde. C'est la même chose. Troisièmement, la dissociation, qu'on appelle aussi discordance. Vous pouvez employer l'un ou l'autre comme vous voulez, ou mettre les deux même si vous voulez assurer le coup. La discordance, elle est à la fois intellectuelle, émotionnelle et comportementale. Intellectuelle, parce qu'elle a une pensée qui est hermétique, impénétrable, d'où les poèmes où personne ne comprend rien. Intellectuelle aussi parce qu'elle a un langage qui a changé, un langage hermétique qu'on ne comprend pas. Une dissociation affective, pourquoi affective ? Parce qu'elle a nettement un émoussement affectif. Ce n'est pas normal de ne rien ressentir quand on se fait licencier après avoir porté plainte contre son patron. Donc il y a un émoussement affectif. On peut aussi même suspecter qu'elle a une athymormie. Troisièmement, le comportemental, c'est tout ce qui est la présentation, les gestes. On vous dit qu'elle s'habille n'importe comment. En gros, de présentation, elle est bizarre. Voilà. On a fini le dossier 1. Ah, je vois qu'il y a des questions. Donc effectivement, j'ai une question sur le dossier 1. Qu'est-ce que le syndrome d'influence et est-ce différent de l'automatisme mental ? Ah, alors, bonne question. L'automatisme mental et le syndrome d'influence, souvent, sont en rapport. La différence principale, en tout cas pour vous dans une question d'internat, c'est que l'automatisme mental, ça fait partie des mécanismes du délire, alors que le syndrome d'influence, ça fait partie des thèmes. Mais effectivement, quand dans l'automatisme mental, on a par exemple des actes imposés, ça correspond à une thématique de syndrome d'influence. L'automatisme mental, c'est les 4 éléments que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous les répète pas. Le syndrome d'influence, c'est le fait d'avoir l'impression d'être sous influence, ce qui arrive souvent quand on a l'automatisme mental. En pratique, si vous trouvez l'un ou l'autre dans un dossier, n'hésitez pas à mettre dans les mécanismes automatisme mental et dans les thématiques syndrome d'influence, ça ne peut pas vous porter préjudice. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y en a une. Et donc l'autre question est qu'est-ce que l'athymormie ? Alors l'athymormie, ça va aller très vite, c'est la perte de l'élan vital que vous pouvez trouver dans la dépression, mais aussi dans la schizophrénie, le fait que le sujet n'ait plus envie de rien faire. Ça s'appelle l'athymormie, perte de l'élan vital. Plus de questions, on a fini le dossier.